Fidèles téléspectateurs de Renouveau, bienvenue à ce numéro de votre émission Les Regards Croisés. Le mémorandum du mouvement du 5 juin et les propositions d'Ibeka à l'imam Mahmoud Dicko en passant par la non-signature du mémorandum du 5 juin par l'EMK de Cheikh Oumar Sissoko sont des sujets qui sont inscrits au cœur des regards croisés de ce soir. Pour les aborder, nos invités sont donc Ablaye Mako, président du parti Rama, Rassemblement Malien pour le Travail, un parti membre de l'Ensemble pour le Mali EPM plutôt. Monsieur Mako, bienvenue dans les regards croisés. Bonsoir. Il y a également Monsieur Mamadou Lamine Sibi, dit Mala, président du Front Populaire Républicain. Bonjour, bonsoir, Monsieur Sibi. Bonsoir. On a également Alou Koulibaly du mouvement du 5 juin. Bonsoir, M. Koulibaly. Bonsoir, ravi d'être présent pour la première fois sur votre plateau. Nous sommes également ravis de vous recevoir ici dans les regards croisés. Et nous avons enfin Adam Dicko de l'AGICAD de la société civile. Bonjour, bonsoir Adam. Bonsoir. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans les regards croisés. Avant d'aborder donc le mémorandum du M5, on va quand même parler de cette vidéo dans laquelle on peut facilement identifier le président de la commission de défense de l'Assemblée nationale se livrant à une vie mondaine quelque part en Europe. En tout cas, cette vidéo fait depuis quelques jours le chou gras des réseaux sociaux. Adam Dicko, c'est une vidéo quand même qui fait l'objet de beaucoup de commentaires aujourd'hui. Le président de la commission lui-même l'a dit qu'il s'agit d'une brève apparition dans une vidéo. Comment vous expliquez cette indignation générale autour de cette vidéo, de cette brève apparition de Karim Keïta, puisque c'est de lui qu'il s'agit? Bonsoir tout le monde. Alors, effectivement, la vidéo qui est apparue derrière moi sur les réseaux sociaux était assez choquante parce que vu le contexte, et surtout que la vidéo, elle date quand même de 2019, de l'année dernière. Et la vidéo, elle est choquante parce que la personne qui est devant la scène, notamment Karim Keïta, n'est pas que le fils du président. En fait, très généralement, quand il y a des commentaires, on dit les gens sont contre parce que c'est le fils du président. Non, c'est pas parce qu'il est le fils du président, mais parce qu'il est le président de la commission de défense et parce qu'il est un élu. Donc, du coup, un élu, ses doigts s'est réservé d'une certaine apparition, et surtout quand il a essayé d'expliquer cela ou de justifier cela en qualifiant ceci d'une brève apparition, et surtout que quand on voit un peu la nature de ces vidéos, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il définit brève apparition, mais en tout cas c'est une vidéo assez choquante, et c'est une vidéo qui ne rend pas du tout service à lui-même, à son rang, mais surtout au poste qu'il occupe. Ok. Monsieur Sibi, sur cette vidéo qui quand même a provoqué une indignation générale au niveau des internautes et au-delà d'ailleurs. D'abord, moi je retiens que les Maliens de plus en plus portent un intérêt sur la vie de ceux qui ont des charges publiques. C'est quelque chose de positif. Il faudra le noter au passage. Mais bon, Adam disait tout de suite que ce n'est pas parce qu'il est le fils du président de la République, enfin, en quelque sorte, que l'on devrait s'en offusquer. Moi, je dirais le contraire, parce que vous savez, le président de la République, les fonctions du président de la République, c'est des charges publiques. Hein? Il a beaucoup d'influence sur les mannes financières. C'est une autorité. Donc, son fils qui se permet, bien entendu, d'être dans des milieux pareils, pour un État avec des difficultés économiques, comme nous le savons, ça peut interpeller. Donc, ça n'est pas conseillé. Il a quand même levé l'équivoque à ce niveau. En tout cas, l'argent du contribuable n'a pas servi à organiser cet événement. Barou, qu'on s'écoute. Hein. Vous savez, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Que oui, c'est mes émoluments, sinon c'est des primes, c'est les business que je mène sur fond de favoritisme, etc., qui a servi à financer. Non, il ne dira jamais ça. À sa place, vous ne direz pas non plus ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Monsieur Keïta, Monsieur Karim Keïta, c'est pas un homme d'affaires connu, c'est pas quelqu'un qui a sinon construit une fortune sur les affaires. C'est un homme politique
C'est à partir de donc 2013 le devoir d'exemplarité, il devrait faire montre d'exemple. Formidablement, Okay. Mais je peux tempérer aussi. Nous pouvons comprendre rapidement. Voilà, très rapidement, vu son jeune âge, relativement jeune. Donc mais il faut pas développer des envies comme ça, okay. Et surtout que si ça doit apparaître au grand jour, okay. C'est très mauvais pour un responsable. Mako, un non-événement cette vidéo? Bon, honnêtement, ça nous éloigne de l'essentiel, nous amène à discuter sur les sexes des anges finalement. Je sais que je n'ai pas assez de commentaires à faire sur cette vidéo, que je n'ai même pas vue. J'entends parler d'une vidéo, donc je ne peux pas vraiment faire de commentaires. Vous êtes indifférent? L'éthique et la morale sont désormais des valeurs auxquelles il faut faire très attention dans ce pays-là. Désormais, à partir de cette vidéo? Non, pas à partir de cette vidéo, mais toujours, okay. À tout moment. Il faut faire attention. Ça ne vous choque pas de voir le président de la commission de défense de la représentation nationale citée dans de telles vidéos, ça ne vous choque pas? Je dis encore une fois, je ne l'ai pas vu. Et puis, je ne vous souhaiterais même pas la voir. Okay. C'est la politique de l'Autriche. Non, ce n'est pas une politique de l'Autriche, c'est-à-dire que je ne l'ai pas vu. Okay. Et peut-être que certains sont sur les réseaux sociaux, ils voient de telles images. Okay. En tout cas, moi, on ne m'a pas envoyé encore une telle image, quoi. Je ne l'ai pas vue, je ne vais pas faire de commentaires. Mais si c'est une image malsaine, quelque chose comme ça, elle est regrettable. Et je pense que c'est des choses à ne plus recommencer. Ok. Allô, sur cette vidéo qui fait les choux gras des internautes? Oui. Karim Keïta est une personnalité publique. Il est non seulement le fils du président de la République, il est également le président de la commission de défense de l'Assemblée, donc un élu national. À ce titre, des ébats de ce genre ne sont vraiment pas dignes de son rang. Alors, surtout quand tu prends le contexte sécuritaire, alors vraiment, ça ne s'y est vraiment pas. Et nous avons vu un moment, quand lui-même il était en débat sur Radio Clédou, où il a parlé de l'apatriement des soldats morts sur le front, que le Mali n'a vraiment pas les moyens de les transporter. Oui, mais au-delà, s'il vous plaît, au-delà du contexte, cette vidéo ne pose pas la question de l'exemplarité de ceux qui doivent désormais nous diriger. Mais c'est clair, c'est pourquoi j'ai parlé de son rang. J'ai dit que la vidéo n'est vraiment pas digne, le comportement n'est vraiment pas digne de son rang. Mais surtout, ce qui choque encore, c'est le contexte sécuritaire que nous vivons. Du moment où les militaires meurent au front, qui ne peuvent pas être transportés à Bamako, maintenant, si le président de la commission même prend tout bonnement son avion pour aller s'adonner à la bombance, à la belle vie en Europe, vraiment c'est indignant et les populations sont vraiment choquées. Ok. Nous allons arriver maintenant au plat de résistance de cette émission. C'est donc au cours d'un point de presse animé ce mercredi au siège de la CEMAS que les responsables du M5 ont rendu public leur proposition de sortie de crise avant d'annoncer la date d'un nouveau rassemblement si le président Ibeka ne donnait pas suite à leur mémorandum. Alors, moi je me retourne vers vous avant d'évoquer le contenu du mémorandum. On a quand même noté l'absence d'une tête de proue de ce mouvement M5, en l'occurrence M. Cheikh Oumar Sissoko, qui n'a pas voulu apposer sa signature au bas de ce mémorandum. Est-ce qu'on peut parler déjà de fissures ou de bisbilles au sein du M5? Pas du tout. Le mémorandum est venu dans des circonstances. Alors, le M5 avait appelé à manifester le 5 juin. Il y a eu vraiment une manifestation très populaire. Il a appelé à manifester le 19 juin. Alors, c'était encore plus que ça. Alors, mais la manifestation du 19 s'est passée dans un contexte quand même particulier où les missions de bons offices de la CEDEAO s'étaient déployées dans le pays. Maintenant, c'est à cet effet que l'imam Mahmoud Diko, qui, on peut dire, est une personnalité morale, est une autorité morale de cette chose, maintenant, il avait demandé aux gens de tempérer en trouvant une bonne formule. Okay. Maintenant, c'est ce qui a occasionné l'élaboration d'un mémorandum. Mais le mémorandum a été rédigé de façon, je dirais, précipitée,
M. Chekmar Sissoko n'avait pas eu le temps alors donc de consulter sa base. Alors, démocrate qu'il est, il a demandé à ses camarades du M5 de lui donner un peu de temps pour qu'il vienne quand même consulter sa base. Alors donc, il l'autorise à signer ou à ne pas signer les documents. Okay. Donc aujourd'hui... La réponse de la base a été quoi? C'est de ne pas signer le document? Oui, la base avait donc, demandé... Donc on peut dire désormais que la base de l'EMK n'est plus sur la même longueur d'onde que les autres regroupements du M5? Ils sont sur la même longueur d'onde. Mais pourquoi ils n'ont pas signé le mémorandum? Oui, comme je le disais tantôt, je vais citer Amadou Ampateba qui disait que c'est les couleurs d'un tapis qui fait sa beauté. Okay. Maintenant, quand vous vous regroupez, vous venez de partis politiques divers, d'horizons divers, de cultures diverses, vous avez des idées diverses. Maintenant, du fait que vous ne vous comprenez pas par rapport à un certain point, alors cela ne fait pas de vous des ennemis, cela ne fait pas de vous des gens qui ne peuvent pas continuer la lutte ensemble. Okay. Aujourd'hui, sans risque de me tromper, la base du M5, de l'EMK et son coordinateur, M. Chekmar Sissoko, sont en parfaite symbiose avec le reste du M5 RFP. M. Sibi, avec la non-signature du mémorandum par Chekmar Sissoko de l'EMK, est-ce qu'on ne peut pas dire finalement que le démon de la division est en train de s'installer au sein du M5? Peut-être qu'il est trop tôt pour faire cette déduction, pour la simple raison que, bon, depuis le débat, vous savez, c'est une amalgation. Hein. C'est des mouvements de sensibilités différentes qui se sont retrouvés, parce que tous frustrés, parce que tous voulant se débarrasser du président de la République. Mais par expérience, dans des mouvements pareils, il y a toujours des contradictions. Et plus on avance, vous savez, les choses évoluent. Comme disent les militaires, le terrain commande. C'est-à-dire que les réalités peuvent changer du jour au lendemain, surtout pour un tel combat. Donc vous minimisez l'ampleur de la fracture? Bon, pas minimiser non plus. Je préfère tout simplement avoir de la mesure dans ça. Je me dis que ils sont d'accord sur l'essentiel. Hein. L'essentiel, c'est que toutes les revendications d'ordre sociopolitique, bien entendu, sont portables. Hein. On peut vraiment les porter. Mais maintenant, je crois que M. Sissoko, Chekmar Sissoko, est de l'aile dure, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'eux, ils veulent le départ du président de la République. Bon, ça, on le sait, pour qui connaît un peu les penchants idéologiques de l'homme. Donc, c'était prévisible, en quelque sorte, c'est ce que je veux dire. Mais il n'y a pas lieu de s'alarmer, justement. M. Mako, on peut dire au niveau de l'EMP que le malheur des uns peut faire déjà le bonheur des autres, avec cette future annoncée? Ce n'est pas ma vision. Je ne veux pas penser de cette manière-là, mais... Permettez-moi quand même de saluer vos auditeurs, d'avoir des pensées pieuses pour certains de nos compatriotes qui aujourd'hui ont perdu leur liberté, tels que le grand frère Soumaïla Cissé, le neveu Ndiaye Cissé, directeur régional des eaux de forêt de Théodénie, et beaucoup de cadres administrateurs maliens. Je leur souhaite vraiment une bonne santé, la liberté et de nous rejoindre très, très vite, qu'ils soient libres très vite. En tout cas, des prières. Ensuite, je fais des prières pour le Mali. Vous savez, peut-être qu'on va le voir dans le débat, je suis de la majorité, je peux dire beaucoup de choses en ce qui concerne la majorité. Mais le M5, RFP, c'est quelque chose que je vois à distance. Mais est-ce que vous voyez déjà venir une fissure? Oui, mais c'est un mouvement... Un mur de méfiance installé entre... C'est un mouvement contre nature. C'est-à-dire que c'est des contradictions qui sont retrouvées, des véritables contradictions. Un rabibochage il y à a la des limite. gens, ça ne peut même pas aller, ça ne peut pas avancer. Ils ont des agendas différents. Ils ont des arrière-pensées différentes. Il y a parmi eux des gens qui sont des revanchards, qui ont amené Ibeka au pouvoir. En tout cas, je connais quelqu'un parmi eux qui a administré les élections en 2013, qui dit carrément que c'est grâce à lui qu'Ibeka est venu au pouvoir et que probablement c'est Soumaïla qui aurait gagné. Et il a fait des aveux comme ça en 2018.
Donc, il y a d'autres, il a été contenu par ce même Sissoko, à ce temps-là, quand il était à l'administration territoriale, le ministre de l'administration territoriale. Vous parlez de Moussa Sinko? Absolument, je parle de lui. Je parle de Moussa Sinko. Il ne peut pas. Moussa Sinko à côté de Sissoko. Vous savez, c'est des contradictions. Hein. On sait ce qui s'était passé en 2013. Pouti, c'est les Maliens oublient rapidement. Et puis il y a d'autres qui sont dans cette histoire simplement parce qu'ils n'ont pas été reconduits au gouvernement. Moi, je suis sincère avec moi-même, je suis dans la majorité présidentielle. Je n'ai pas eu des avantages, mais je reste sur ma ligne. Et imaginez-vous quelqu'un qui peut même dire qu'il a triché pour que X passe comme président de la République. Dans d'autres démocraties. Donc vous pensez que c'était un mouvement... C'est un aveu terrible, c'est-à-dire dans d'autres démocraties. Qui instrumentalise... Dans d'autres démocraties, ça, vous savez, c'est très grave. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en Amérique, pour un simple coup de fil de Trump au président ukrainien pour demander de faire une enquête sur le fils de son éventuel adversaire, c'est que ça lui a coûté, ça allait lui coûter sa place. Et ça, vous pouvez être l'aveu même de dire. Qu'est-ce que vous êtes en train de développer par là? Je développe par là que c'est un mouvement qui c'est les gens qui ont ne se reposent sur aucune base solide. Ils ont des agendas différents. Okay. Même avec M. Diko, le spectacle Diko, c'est pas le même enjeu. C'est pas le même enjeu. Il a toujours dit, le président de la République, écoute ton peuple. Okay. Mais ce que les autres, eux, ils disent, c'est différent. C'est-à-dire qu'on va le voir dans le contenu. Un coup d'État, il y a certains qui veulent un coup d'État tout de suite, d'autres qui veulent aménager un coup d'État qui ne dit pas son nom, et c'est ce qui est pratiquement dans ce que nous avons comme document ici. Okay. On aura le temps de le développer. Okay. Donc ils ont des agendas totalement différents. Ça ne peut pas aller ensemble. Et le jour où il y a le vide, il n'y aura plus d'IBK au pouvoir, et je ne le souhaite même pas. Okay. Mais ce jour-là, vous allez voir une grande contradiction. On va voir qui fera quoi. Okay. Adam, sur l'absence de très remarquée de Cheikh Oumar Sissoko à la cérémonie de signature du mémorandum déjà, qui fait débat. Oui. Votre commentaire? Alors, comme tu l'as dit, c'est une absence assez remarquable parce que Cheikh Oumar Sissoko quand même fait partie des premiers acteurs qui ont rejoint ce mouvement et qui étant quand même, comme on peut le dire, les lance-pierres même de ce mouvement. Donc, son absence, c'est vrai que ça pose des questions. Il y a un véritable débat qui se pose autour de ça. Et quand on remarque un peu ce qui s'est dit de gauche à droite, c'est carrément qu'il ne se retrouve pas dans tout ce qui est dans le mémorandum. Bon, pas tout ce qui est dedans, mais l'essentiel, au fait. La revendication principale du M5, c'était de la démission de IBK. Oui. C'était la revendication. D'ailleurs, j'ai suivi pas mal de débats où les représentants du M5 disaient que la seule chose sur laquelle ils sont tous d'accord, c'est la démission de IBK. Donc, quand on lit le mémorandum, c'est vrai qu'il y a une sorte de démission qui est demandée, mais qui ne dit pas véritablement son nom. Mais ce n'est pas clairement écrit. Nous demandons la démission du président IBK. Donc, c'était prévisible que tant que ça, ce n'est pas clarifié dans le mémorandum, qu'il n'y a pas la signature d'un certain Cheikh Oumar Sissoko avec son mouvement EMK. Mais alors, ce que je viens d'entendre, c'est encore beaucoup plus intéressante quand on dit, quand le représentant du M5 a souligné que Cheikh Oumar Sissoko a souhaité avoir l'avis de sa base avant de signer le mémorandum. Ça nous appelle à nous demander comment est-ce que le mémorandum a été élaboré. Est-ce que c'est un mémorandum qui a été élaboré à off du M5, qui a été amené au niveau du M5 pour avoir l'approbation des uns et des autres, ou bien c'est un mémorandum qui a été élaboré par les leaders du M5 et chacun doit aller leader quand même, demander. Un leader a la latitude de décider très rapidement oui, ou non de la base. Voilà pourquoi je dis c'est là où ça devient assez intéressant. S'il faut aller toujours consulter la base, on va pas... Oui, mais Barou, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit un leader n'a pas signé parce qu'il voulait avoir l'avis de sa base, alors est-ce que les autres leaders qui ont signé ont demandé l'avis de leur base? Comment est-ce que le mémorandum est élaboré? Est-ce que c'est un mémorandum élaboré en off du M5 ou bien c'est un mémorandum élaboré par les leaders du M5? Alors, qui c'est Cheikh Oumar Sissoko quand même qui est un pilier assez important au sein du M5? Donc, ça amène beaucoup de questionnements et la revendication principale quand même qui était la démission du président de la République, ça trouve que EMK, Cheikh Oumar Sissoko est toujours sur cette base-là qui ne demande que la démission du président de la République, pas autre chose.
Madame Ducot nous a glissé dans le mémorandum et elle a bien fait d'ailleurs. On va parler de ce mémorandum. Après la lecture de ce mémorandum, beaucoup d'observateurs se sont interrogés si le M5 n'a pas finalement renoncé à sa demande de démission du président de la République. Non. Est-ce que c'est le cas? Pas du tout. Vous savez, dans le mémorandum, le premier point même, si je me permets de vous le lire, dit poursuivre la lutte pour amener pacifiquement, mais avec détermination, le président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime à démissionner par les moyens d'action populaire et de désobéissance civile. Plus loin dans le mémorandum, on annonce des mesures qui s'apparentent un peu à une sorte de transition, accompagnant le président de la République jusqu'à la fin de son mandat. C'est quand même consigné dans ce document. Oui, c'est-à-dire que les deux choses font une. Parce que accompagner le président de la République jusqu'à la fin de son mandat n'est pas en décalage avec une demande de démission tout de suite du président? Oui, pas carrément en décalage. C'est-à-dire que le mot d'ordre n'a pas changé, mais c'est surtout la stratégie qui a plus ou moins changé. Okay. Alors, maintenant, quand on dit on veut que le président de la République démissionne, maintenant, ensuite, quand nous avons fait les premières sorties du 5 et du 19, comme je le disais tantôt, des missions de bons offices s'étaient déployées à l'intérieur du pays. Maintenant, alors eux, ils ont amené des propositions. Maintenant, dans notre culture, l'étranger, on le respecte, on l'accueille. C'est pourquoi le M5 a été plus ou moins regardant alors donc, envers la communauté internationale, en l'occurrence la CEDEAO, l'Union africaine, tout ça là, donc de reconsidérer sa position, c'est-à-dire qu'en acceptant de faire un mémorandum qui, quelque part, accompagne le président de la République dans une transition. Mais quand vous lisez bien le mémorandum, et certains détails que nous nous sommes dit dedans, maintenant, il est dit que, alors, dans le mémorandum, il y aura un Premier ministre alors donc de plein pouvoir qui ne pourra être démis par le président alors donc de la République. Et ce Premier ministre également... Donc là, le mémorandum reconnaît le président de la République jusqu'en 2023. De toutes les manières, si déjà, ce n'est pas la personne d'Ibrahim Boubacar Keïta qui est importante. Oui, mais le président de la République, c'est la personne... Non, le président de la République, c'est la personne d'Ibrahim Boubacar Keïta, M. Koulibaly. Oui, je reviens. Okay. Mais c'est le pouvoir constitutionnel qu'il a qui le rend très puissant. Mais du moment où, dans le mémorandum, ces pouvoirs constitutionnels lui seront retirés, donc sa personne ne gêne à rien. Parce que, comme nous l'avons dit tantôt, c'est des diagnostics faits dans beaucoup de domaines de la vie de la nation qui ont montré que le seul obstacle au développement du Mali, à l'épanouissement du Mali, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta. Maintenant, s'il peut rester quelque part, à ne pas influencer les décisions du Premier ministre, à ne pas influencer les décisions du gouvernement, mais tant mieux. Donc il restera un roi entre guillemets nu. Monsieur Mako, j'imagine que vous avez bien parcouru ce mémorandum du M5. Qu'est-ce qui est inacceptable dans ce mémorandum? Je l'ai bien parcouru et je suis très content d'être entouré par des jeunes. J'ai quand même un certain âge, je vais plutôt appeler des jeunes. Et notre passé ne vaut que s'il peut nous servir. Notre passé ne vaut que s'il peut nous servir. Il a parlé de culture. C'est très important. Le respect de l'étranger? Non, il a parlé seulement de culture. Le mot culture m'a beaucoup intéressé dans ce. Oui, la culture du respect de l'étranger, c'était dans ce sens. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Regardez ce peuple malien-là, observez. 60 ans d'indépendance, 3 coups d'État. Aucun président n'a dirigé ce pays-là sans qu'il ne soit humilié. Aucun président, depuis notre indépendance. Le seul qui a quitté un peu, peut-être dignement, c'est Alpha Oumar Konaré. Mais je rappelle qu'il a subi une humiliation terrible au sein de sa propre famille. Je ne vais pas relater les faits ici. Ce qui s'est passé à Djankounda, on l'a connu. À Tété, tout le monde disait à Mamara ici, on sait comment c'est fini.
Moussa Traoré, Modibo Keïta. Donc nous, Maliens, nous ne pouvons jamais avoir un président que l'on peut encadrer, dont on peut rectifier les actions, qu'on peut aider pour qu'il arrive à un objectif déterminé. Mais est-ce que l'air est plus à cette morale-là, à ces cours de morale finalement? Écoutez, cette morale... Oui, mais cette morale, la question aujourd'hui, c'est ce qui est acceptable dans ce mémorandum. Ce mémorandum, ce que j'ai vu, vous avez dit qu'il y a des gens qui sont fâchés parce qu'ils sont contre, parce qu'eux, ils veulent le coup d'État tout de suite et maintenant. D'autres veulent un coup d'État voilé. C'est ce que je vois dans ce Le mémorandum propose un coup d'État voilé. Il vous a dit vous-même, c'est-à-dire qu'un président qui est là, comme la reine d'Angleterre. Non, la reine gère quelque chose. C'est le Premier ministre quand même qui... Oui, d'accord, mais elle gère quelque chose, la reine. Mais lui, il est là, comme une photo, c'est-à-dire qu'il ne représente plus rien. Il est comme le simple citoyen, le simple paysan qui est dans son champ là-bas. Il ne représente plus rien. Donc un mémorandum inacceptable? De mon point de vue, c'est inacceptable. Et la majorité présidentielle a même fait communiquer allant dans ce sens. Je dis encore une fois qu'il faut mettre bas la terre. Il faut mettre bas la terre. Il faut de la sagesse dans ce pays-là. Il faut faire des propositions. Et il faut dialoguer. Le mémorandum a seulement un avantage, c'est qu'il appelle au moins au dialogue. Parce que déjà, pour que cela soit exécuté, il demande peut-être à ce qu'on s'asseye autour d'une table. C'est déjà important. Ça, c'est ce que j'ai vu comme important dans ce mémorandum. En dehors de ça, tout le reste, ils le savent eux-mêmes, est inacceptable. Est inacceptable. Donc on va rester dans le statu quo si c'est inacceptable? Non, on n'est pas dans le statu quo. On a des propositions ici avant de ce débat. Nous-mêmes, annonçons, on va faire des propositions qui sont même, peut-être jusqu'ici, n'ont pas été publiées. Moi, je peux les faire à mon nom, au nom de mon parti. J'ai des propositions à faire. Et je sais qu'il y a d'autres propositions en cours avec les amis de la CEDEAO et autres. Mais les Maliens aujourd'hui doivent faire attention. Le monde nous regarde. Nous sommes devenus la régie du monde. Autour, tous les pays qui nous entourent, nous sommes aujourd'hui le pays qui a le plus de problèmes. Nous sommes le pays le plus malade. Et c'est nous qui rendons malades les autres. Il faut savoir arrêter. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir. Casser, c'est facile. Mais construire, bâtir, c'est ce qui est difficile. Et les Maliens ne se donnent pas maintenant le temps de réfléchir, de raisonner pour trouver les vraies solutions à nos problèmes. Monsieur Sibi, on a l'impression que ce mémorandum du M5 confère désormais au président de la République un statut honorifique. Telle est votre lecture? Bon, si vous dites ça, vous n'avez pas tout à fait tort. Mais je crois que ce mémorandum, en réalité, c'est quoi? Le M5 est conséquent, est resté cohérent, constant. Mais le mémorandum, c'est des aménagements stratégiques, en fait. Et l'une des vertus de ce mémorandum, c'est que, quand même, ça ouvre le débat. Hein, ils étaient à l'extrême, c'était la démission pure et simple. Quand vous avez entendu les discours lors du premier rassemblement, c'était des discours vraiment à l'extrême, quoi. Et donc après, je crois qu'il y a eu des réaménagements. On essaye de donner une porte de sortie, entre guillemets, honorable au président de la République. Mais il reste sur l'idée que Ibrahim Boubacar Keïta ne dirige plus et il ne doit plus diriger. Donc voilà, il parle de dissolution de l'Assemblée, un peu plus loin d'un Premier ministre qui sera nommé par le M5 lui-même. Mais il tempère aussi ça en disant qu'il ne peut être démis que dans les conditions fixées par une charte de transition. Et quelles seront ces conditions-là? Donc il y a des ouvertures quand même qui ont été faites. Et maintenant, c'est au pouvoir de prendre ça et en bonne intelligence d'essayer de désamorcer. Je crois que ça a quand même le mérite d'exister. Nous sommes aussi dans une lutte. Hein. Les postures, ça existe. Bon, je considère que les gars sont dans des postures et qu'éventuellement, la majorité présidentielle saura comprendre que déjà, ça me permet de te dire que... Déjà, la majorité présidentielle a noté des propos désobligeants dans ces... En fait, le problème de la majorité... Barou, le problème de la majorité présidentielle, c'est que elle ne semble pas avoir la mesure de la situation. Et vous jetez une pierre dans les jardins de Mako déjà. Bon, ancien, toutes mes excuses, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi, en réalité. Parce que
c'est une crise de légitimité. Et il parle de président de la République avec ses prérogatives constitutionnelles, élus, bon, sur les grands chevaux. Mais aux États-Unis, on pourrait dire ça, l'État, il est encore légitime. En France, même pas que jusque là-bas. Mais nous n'avons pas, l'État n'a pas cette légitimité aux yeux des Maliens. Donc il faudrait qu'ils comprennent le mouvement M5, qu'eux, ils ne sont pas dans ça. En fait, la Constitution, tout ça là, ça leur dit rien. Bon, je tempère, ça leur dit peu de choses en réalité. Ils trouvent que tout simplement, les Maliens n'ont pas leur compte dans cette gouvernance-là. Et là où je ne suis pas d'accord avec le M5, Koulibaly l'a dit tout de suite, que tout le problème du Mali, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ça n'est pas vrai. Tout le problème du Mali, c'est le système de gouvernance qui a... Mais ça, c'est les institutions. IBK, la première institution, est la clé de voûte de ces institutions. J'arrive, il ne faut pas être minimaliste, sinon simpliste. Vous savez, c'est très confortable de se lever un matin, de dire que, bon, celui-là, il faut jeter l'anathème sur lui, c'est lui le diable, c'est lui les boucs émissaires. C'est très simple. Mais quand on va au-delà de tout ça, nous sommes en train de subir les conséquences d'une gouvernance qui a pris son envol le 8 juin 1992. C'est pourquoi nous disons que c'est le système qui est en cause et c'est énorme. Vous êtes nostalgique du régime Moussa Traoré déjà? Si je suis nostalgique, non, pas le général Moussa Traoré. Non, c'est à partir de juin 1992 déjà que les problèmes du Mali ont commencé en vous suivant. Le président Moussa Traoré, on lui a fait partie, pourquoi? Parce qu'on a estimé qu'il a échoué, qu'il fallait du nouveau. Et on a amené du nouveau. Et si ce nouveau aussi montre ses limites, il faut avoir le courage de voir autre chose. Donc c'est cela, corriger, il faudrait que le M5 comprenne. Ils ne vont pas leurrer les Maliens, dire que non, tout le problème du Mali c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ça c'est faux. Le problème c'est le système qui a pris son envol le 8 juin 1992. C'est ce système qu'il faudra défaire. Et en abattant ce système-là, il y a le président Ibrahim Boubacar Keïta, il y a même quelques cadres du M5 aussi qui sont de la même cliquaille que le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ont les mêmes façons de faire de la politique, ils ont les mêmes conceptions de l'action politique. Donc, qu'on ne se trompe pas de combat. Le M5, les revendications sociopolitiques, d'accord, on est d'accord sur ça, mais dire que en faisant partir la seule personne du président Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali, ce sera... Eh ben, c'est faux. Je rappelle que la demande du M5, c'est le président IBK et l'ensemble de son régime. Adam Diko, par rapport au contenu du mémorandum, déjà. Alors, par rapport au contenu du mémorandum, le mémorandum, déjà, je le prends comme une base de négociation. Hein. C'est comme une base de négociation et là, il fallait amener la barre un peu... très haut pour que les négociations puissent se faire et que le M5 ne sorte pas perdant. Mais ce qu'on voit, c'est carrément une négociation engagée entre le M5 et le clan du pouvoir. Et malheureusement, ça nous ramène encore dans ce que nous interpellons toujours par ce que nous disons qui est mauvais, c'est le clanisme. C'est le clanisme toujours qui est en train de venir entre les clans du M5 qui demandent ça et les clans du régime qui dit ça c'est possible, ça ce n'est pas possible, ainsi de suite. Alors en regardant aussi le mémorandum, et souvent je me pose la question de ceux qui ont écrit ce mémorandum, si c'est vraiment c'est des démocrates, des républicains convaincus. Parce qu'on est en train de dire que le régime de IBK a échoué sur beaucoup de plans et on est en train de mettre en avant le clanisme de IBK pour dire qu'il a pris le pouvoir comme si c'était une orange et que c'est lui, sa famille et ses proches qui sont en train d'en profiter. Mais en même temps, on retrouve un peu ces mêmes prérogatives que le M5 essaie d'avoir. Parce que quand le M5 dit que le Premier ministre doit être désigné par le M5, là, ça devient carrément un combat de positionnement pour le M5. Je pense que la désignation... Positionnement par rapport à quoi? Positionnement par rapport à la gestion. Positionnement par rapport à la gestion du pouvoir. Et malheureusement, ça risque encore de nous amener un cycle où ceux qui ne vont pas être contents avec le M5 vont se lever avec un autre M6 et M4. Donc, c'est un peu ça le problème. L'autre chose, quand on dit il faut enlever tout le pouvoir constitutionnel du président et que s'il peut rester quelque part une personne sans pouvoir, juste il est là
là, mais que le pays roule. Alors, je me demande, on va être dans quel régime? C'est-à-dire, nous avons une constitution qui est là. Je pense que nous avons une base juridique pour parler de l'État. Il faut une base juridique. Nous avons une base juridique qui est là et qui confère quand même certaines prérogatives au président de la République. Parce que le président de la République, en dehors que ce soit la personne d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est la première institution du pays. Donc, si on doit changer la configuration des choses, ça nécessite vraiment d'aller à des réformes profondes. Et ces réformes profondes-là doivent associer tous les Maliens. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas décider pour dire que le président de la République, qui a des prérogatives, et qu'un mouvement s'élève pour dire que le président de la République n'a plus ses prérogatives. Non, le 92, c'est les Maliens qui ont adhéré à cette constitution, qui l'ont mise en place. Il y a des difficultés, il y a des failles, il y a des faiblesses. C'est les mêmes Maliens qui doivent se mettre d'accord pour le corriger, mais pas avec des revendications spontanées. C'est ce que vraiment je voulais attirer l'attention par rapport à ça. Et encore, je reviens là-dessus, il faut que les hommes politiques acceptent de mener le combat politique par des moyens politiques. C'est vraiment important. Ok. Dans les perspectives de la recherche d'une solution de crise, ce vendredi, à la faveur d'une rencontre avec les familles fondatrices de Bamako, l'imam Mahmoud Dicko aurait confié à ses interlocuteurs qu'il a rencontré le président de la République dès son retour de Nouakchott et que ce dernier l'aurait suggéré ou demandé d'abandonner le M5 contre des strapontins de poste ministériel. Alou Coulibaly, vous êtes au sein du M5. Est-ce que vous confirmez déjà ces propos-là? Oui, on a appris pratiquement cette information au même titre que vous quand même, parce qu'on n'a pas eu le temps de rencontrer quand même l'imam Mahmoud Dicko après sa rencontre avec Ibeka et les familles fondatrices. Cependant, à la rencontre, il était accompagné de quelques ténors du M5. Alors, si l'information était vérifiée, comment vous appréciez déjà cette démarche du président de la République? Non, comme on l'a si bien dit, le président de la République ne semble pas avoir la mesure de la chose. Okay. Et il est en train de jouer à l'invective. Au lieu de résoudre le problème, il cherche plutôt à le déplacer. Mais ce que moi je voulais dire, l'imam Mahmoud Dicko est un homme de foi. C'est un homme sincère. C'est un homme auquel nous nous faisons confiance. C'est pourquoi nous avons accepté qu'il soit quand même l'autorité morale, le garant moral, alors donc de toutes ces manifestations. Donc, en une seule seconde, nous n'avons pas douté alors donc de sa bonne foi de conduire ce bateau-là à bon port. Okay. Donc, ces propositions qu'Ibeka lui aurait faites, pour moi, c'est un non-événement parce que connaissant l'homme, je sais qu'il ne va jamais adhérer à de telles situations. Je vous rappelle que l'imam Mahmoud Dicko travaille toujours, c'est-à-dire qu'en collaboration, en tandem avec les autres entités du M5. Et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, il n'y a aucune divergence, il n'y a aucun problème entre nous. L'objectif ultime restant le départ du président de la République. Okay. Maintenant, quand certains disent que non, il faut tempérer, il faut mettre la balle à terre, accompagner le président de la République, mais ce président, on ne peut pas l'accompagner. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour tenter alors donc de sortir le Mali de la crise? De 2017, on a fait une conférence d'entente nationale. En 2019, il y a eu un accord politique. En 2020, tout près encore, il y a eu un dialogue national inclusif. Oui, en 2019. Maintenant, toutes ces activités démocratiques, quand même, c'était des tentatives pour accompagner le président de la République pour sortir le Mali du chaos. Mais aucune de ces activités n'a pu quand même produire les résultats escomptés. Okay. Le dialogue national, qui est le dernier événement, alors a fait des propositions okay. Et aucune d'elles alors donc n'a été mise en œuvre. La première, c'était un comité de suivi qui jusqu'à présent okay. N'a jamais été mis en place et on est parti d'ailleurs aux élections législatives sans la mise en place de ce comité de suivi. Et voilà, c'est bonjour les dégâts. Okay. Monsieur Mako, Ibeka aurait proposé à Mahmoud Dicko des postes ministériels pour qu'il abandonne ses camarades du M5. Comment vous analysez cette stratégie présidentielle à affaiblir le mouvement M5? Je pense que la question est mal posée. Avant de venir à votre question,
Je pense que, j'ai dit à mon frère Labide que nous avons des hommes et des femmes très respectueux qui dirigent ce pays-là. Ce n'est pas de la cliquaille. Hein. C'est très important. Le mot cliquaille, je le rejette. Je le rejette vraiment. Faisons attention. Il y a un proverbe de Chaumois, en soleil, qui dit que ce que nous rejetons aujourd'hui, que nous le regrettions demain. C'est très important. Alpha, Modibo est parti, les Maliens ont regretté, Moussa est parti, les Maliens ont regretté, ATT est parti, les Maliens ont regretté, et c'est à chaque fois les Maliens regrettent. C'est peut-être des petites touches, mais il faut faire attention à ces touches-là parce que c'est important pour l'avenir d'une nation. Tout ce qui est Ibeka, peut-être qu'il a fait énormément de choses qui sont... Sur cette rencontre nocturne... Il y a qui sont regrettables, mais il y a eu de très bonnes choses dans ce pays-là qui ont été faites pendant l'usine d'Ibeka. Il ne faut pas les oublier. Mais si ce bilan était suffisant, est-ce qu'on allait assister à la naissance du M5 si ce bilan était assez reluisant et éloquent? Ça devient déjà une culture de notre pays. Okay. La culture de la révolte, la revendication. On est en train de transformer ça au Mali en culture. C'est ça que j'ai pourquoi je dis le mot culture, il faut qu'il fasse attention, c'est très important. Okay. Mais j'ai dit quel problème il y a si le président de la République propose des portefeuilles ministériels? Diko, et puis il ne va jamais lui dire... Diko, pas au M5, mais à Diko. Il dit, attendez, mais Diko, c'est quand même... Donc il n'y a pas de M5 sans Diko? Vous pouvez me mettre dans le M5. Je dis que je ne suis pas dans le secret du M5. Mais je sais quand même que c'est une autorité morale, c'est un homme très respectueux. Il a proposé un gouvernement d'ouverture. Et il peut lui proposer un gouvernement d'ouverture. Mais avec cette proposition, attendez, il ne va pas lui dire, écoutez, monsieur Diko, abandonnez le M5, je vais vous donner des postes ministériels. C'est ce qu'il a dit. Donc ça ne fait pas une ministre comme ça. Il dit, bon, je propose au M5 ou des postes ministériels, je lui propose autre chose, peut-être ce n'est pas limité là. Moi, je ne suis pas dans le secret de la conversation. Mais est-ce que cette proposition ne réduit pas l'engagement de Diko à une sorte de recherche de strapontin, par exemple, ou du partage de gâteaux avec le président de la République? Je ne peux pas me limiter, je dis encore une fois, à cette seule proposition. Je suis sûr qu'il y a eu énormément de propositions. Et il y a énormément de propositions. Et Diko propose. Nous sommes dans la négociation. Tout se négocie là. Nous sommes dans la négociation, l'ouverture, etc. Proposer un Premier ministre, proposer ceci, proposer... Nous sommes dans la négociation. C'est un début toujours de la négociation. Okay. La négociation commence en même temps. C'est ça, les Maliens commencent à se parler. Et c'est qu'il faut encourager. Mais je ne peux pas dire, je ne suis pas dans le secret de la confidence entre Ibeka et l'honorable Diko. Je ne peux pas m'aventurer sur ça. Parce que je suis persuadé qu'il n'a pas appelé pour dire, écoute, abandonne tes commandes M5, je te propose quelques postes ministériels. L'information vient de Diko. Oui, mais Diko ne l'a pas dit comme ça. Vous l'avez qualifié tout de suite de très respecté quand même. Oui, mais il lui a proposé entre autres, c'est là peut-être. Okay. Entre autres. C'est ce que j'ai dit, entre autres. Il y a autre chose, c'est toute une négociation qui est ouverte là. Okay. Elle ne peut pas se limiter seulement à des portefeuilles ministériels. Elle va se limiter à autre chose encore. Il faut autre chose encore. Moi, je pense qu'il faut faire attention d'être très réducteur. Okay. Sur cette rencontre nocturne du président Ibeka, pour résoudre la crise... Vous dites aurait, le conditionnel. Oui. Alors, admettons qu'il n'a pas été démenti jusque-là. Ah, très bien. Okay. C'est important de le signaler quand même. Mais admettons qu'il ait eu cette rencontre et qu'il en est sorti ces propositions-là. Bon, à partir du moment où il y a ce mémorandum-là, Diko est dans une mouvance. Donc, le prendre, entre guillemets, en aparté pour lui proposer de faire des avances, bon, vous l'avez dit, hein, ça ne peut être qu'une tentative de fragilisation de ce mouvement-là. Il faut les mettre en pièces, en petits morceaux, pour ensuite souffler le mouvement. S'il s'avérait que, effectivement, des propositions ont été faites. Sinon, pour le moment, je crois que
c'est le mémorandum qui est à l'ordre du jour. Il s'agit maintenant de faire des contre-propositions par rapport à ça. Okay. Là, on saura que... Pas dans un cadre de rencontre B2B entre DICO et... B2B, ça va, c'est peut-être... Ça doit aller au-delà de la personne de DICO, mais élargi aux responsables du M5. DICO, comme ils le disent eux-mêmes, c'est une autorité morale. Le M5, il y a des mouvements de la société civile, il y a des partis politiques, il y a des leaders politiques. Mais quand vous appelez DICO... Quand Sissoko déclare par exemple que DICO n'est pas son autorité politique, il est certes une autorité morale, mais il n'est pas son autorité politique. Oh, peut-être qu'ils sont Est-ce que DICO peut engager un Cheikh Oumar Sissoko partout dans ce processus? Non, avec une telle déclaration? Je ne le pense pas. Je crois que DICO lui-même, dans l'une de ses déclarations, il a été clair. Hein? Il dit que vous venez me voir, vous pensez que je suis le problème, je ne suis pas le problème. Et puis dans cette histoire, je ne suis pas seul. Il y a beaucoup d'autres Maliens qui sont là, qui sont d'avis avec moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc lui, il reste en parfaite harmonie avec l'idée générale du groupe. Donc c'est un mouvement d'ensemble. Mais appeler DICO, je ne sais pas, les notables de Bamako, pour lui faire des avances, bon, en tout cas, ça ne peut pas être quelque chose de clair. Non, pas chez les notables. Hein. DICO aurait confié ça aux notables. Aux notables de Bamako. Qu'il aurait eu cette rencontre avec IBK. C'était pour les rencontres des conclusions de cette rencontre avec IBK. Soit, s'il devrait rencontrer Ibrahim Boubacar Keïta, en tout cas sur cette question-là, sur la question de sa démission, ça doit être dans le cadre du M5, je déduis. Okay. Et donc, si c'est dans le cadre du M5, d'abord, est-ce qu'il va aller seul? Je ne le pense pas. S'il doit aller, il va aller avec ça. Parce qu'on a déjà ce document, le mémorandum. Donc, on peut pas, ils ne peuvent pas... là, il manquerait de cohérence. Ils ne peuvent pas élaborer ça et soumettre ça à l'appréciation du président de la République et, dans le même temps, avoir une démarche parallèle avec d'autres propositions. Vous voyez un peu, ce serait incohérent. Donc, moi, je pense qu'il faut être méfiant et prendre ça vraiment avec beaucoup de mesures. Okay. Sur cette approche du président IBK de rencontrer nuitamment DICO pour parler d'une solution de crise, par exemple. Bon, vous savez, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. À chaque fois qu'il y a des contestations, c'est des rencontres nocturnes après la formation d'un gouvernement de partage de gâteaux. Donc c'est pas la première fois, mais sauf que ces genres de stratégies, de démarches ne peuvent que renforcer le M5 et ne peuvent que réconforter les soutiens de M5 parce que ça montre jusqu'à présent que le président de la République n'a pas encore compris que le véritable problème, c'est la manière de faire et non pas de partager encore le gâteau avec des gens qui ne sont pas d'accord ou qui sont contre. Donc, c'est vraiment une démarche qui... Moi, je ne dirais pas que c'est une démarche qui cherche à diviser le M5. Peut-être c'est une démarche qui vise du côté de IBK à voir quelles sont les possibilités d'accord avec le M5, surtout avec l'imam DICO. Mais encore une fois, ce n'est pas des solutions parce que ces solutions, on l'a appliqué depuis toujours. Le partage des gâteaux, d'ailleurs, ça fait partie des choses qui sont contestées aujourd'hui, qui sont décriées. Donc, nous ne voulons... Il ne faut vraiment pas amener encore ces mêmes stratégies. Je ne pense pas que ça puisse faire effet et que ça puisse donner quand même le résultat qu'ils cherchent. Maintenant, l'autre chose, le fait que ces genres de propositions se font à l'endroit de l'imam DICO, ça montre que l'imam DICO est non seulement une autorité morale, mais aussi une autorité politique au sein du M5, parce que même s'il y a des propositions et autres, le fait qu'on passe par la porte de l'imam DICO, c'est assez stratégique, c'est assez important de voir jusqu'à présent le poids que l'homme a quand même au sein du mouvement, même autour du mouvement. Okay. Sur les propositions de sortie de crise finalement, non, est-ce que vous pensez réellement que IBK va accepter d'appliquer peut-être à la lettre les revendications contenues dans ce mémorandum? Bon, c'est ce qu'il vient de démontrer. Parce que moi, je pense qu'à ce stade de la chose, alors donc, au lieu de chercher à déplacer le problème, il est là, il est réel, les Maliens souffrent, alors donc ils revendiquent, ils contestent, ils protestent. Alors, maintenant, les problèmes réels qui sont là, au lieu de passer par DICO, chercher, entre guillemets, à les corrompre, c'est-à-dire que
un débat vraiment très sérieux, très serein, pouvait être ouvert. Maintenant, quitte au M5, alors donc de refuser le débat ou alors donc de l'accepter. Mais les moyens que le président de la République lui-même est en train de se donner pour la résolution alors donc, de la crise, il est en train vraiment de fuir le problème. Et ça, son comportement aujourd'hui n'est pas constructif, et ça ne nous amène nulle part. Nous l'avons dit. Moi, je persiste. Le problème du Mali, IBK est et demeure le problème du Mali. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que nous ne sommes pas là en train de lutter contre, c'est-à-dire que la personne de IBK en tant que telle, mais c'est IBK en tant que président de la République et de son régime. Nous avons demandé son départ et de son régime. Maintenant, au lieu qu'on aille vers des propositions concrètes, au lieu qu'on ouvre un débat très sérieux, maintenant, ils pensent plutôt que, alors, comme le commun des mortels le pense là, quand tu vois les politiciens s'agiter pour ceci ou cela, non, ils ont besoin que le gâteau soit partagé. Mais nous, notre génération, c'est pas ça. Donc vous pensez que cette recette ne va pas marcher? Ça ne marchera pas. Okay. Nous n'avons pas besoin de partage de gâteau. On a dit qu'il y a un système qui est là, qui s'est implanté depuis des années, alors donc il faut éradiquer. Okay. Donc notre revendication reste et demeure le départ de IBK et de son régime. Ok. Monsieur Mako, comment sortir de cette crise finalement? On a l'impression qu'on a des positions pratiquement inconciliables. Oui, elles seront conciliables un jour. C'est-à-dire que d'abord, le monopole du peuple. Le M5 n'a pas le monopole du peuple malien. Il faut qu'on fasse attention à ça. Chaque fois, on a l'impression que c'est le peuple qui a mis le M5 en mission. Ça, c'est une grave erreur à laquelle il faut vraiment faire attention. Parce que le peuple risque de se retourner contre le M5 un jour. Donc il faut faire attention à ce... Dans le langage, toujours le peuple, le peuple, le peuple. Le peuple, c'est pour nous tous. C'est notre peuple. Nous aussi, on a notre peuple. Vous vous adressez à M. Koulibaly? Oui, absolument. Il n'y a pas le monopole du peuple. Il n'y a pas le monopole du peuple. J'ai dit que c'est normal qu'il y ait des propositions. Okay. La CEDEAO est venue, elle a fait des propositions. Elle a même demandé qu'il y ait des élections partielles au niveau des circonscriptions où il y a eu la contestation. Il y a d'autres propositions. En tout cas, nous avons d'autres propositions qui ne sont même pas celles-là. Parce que là, ils demandent immédiatement la dissolution immédiate de l'Assemblée nationale. La mise en place d'un organe législatif de transition, de renouvellement intégral. Un Premier ministre nommé par le M5. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne veulent pas le partage du gâteau, mais cette fois-ci, ils veulent tout le gâteau. Ils veulent dépouiller, ils veulent le gâteau. C'est-à-dire que c'est le gâteau qu'ils cherchent, sans passer par le peuple, sans passer par les élections, sans passer par... ils veulent le gâteau. C'est tout simplement, tout bonnement, parce qu'eux, ils ont manifesté. Donc difficile de leur donner ces gâteaux-là? Comment? Les textes qui régissent le pays, là, les institutions qui régissent le pays, il faut faire attention. Parce que, moi, je dis, je me suis donné l'obligation aujourd'hui de vous faire de publier quelque chose que j'ai eu à écrire, moi, au nom de mon parti, pour le président de la République, quand il y a eu ces problèmes-là. Okay. Je pensais que... En substance, qu'est-ce que vous disiez dans ces... Je disais, voilà, je suis d'accord à ce que le bureau de l'Assemblée nationale actuelle, le bureau de l'Assemblée nationale soit dissous. Pas... Le bureau de l'Assemblée, je n'ai pas dit l'Assemblée. Okay. Le bureau, ça n'a rien à voir avec l'Assemblée, hein, parce que, imaginez-vous, on a reporté pour l'Assemblée 2 fois les élections. Une 3e fois, on a pu enfin faire des élections législatives. Il y a eu une assemblée, quel que soit le problème. Je suis d'accord qu'il y a eu problème. Mais il faut respecter nos institutions. La Cour constitutionnelle a donné son Quel arrêt. est votre problème avec le bureau de l'Assemblée? Notre problème, c'est que il semblerait, moi je pense, dans mon analyse, qu'il y a eu un problème qui a déclenché tout ça, une situation qui a déclenché tout ça. La venue du président, de l'honorable Tembine, comme président de l'Assemblée. D'abord au sein de son propre parti.
On sait que il a quand même été élu presque à ouais, l'unanimité. Il a été plébiscité. Et par les gens de l'URD. Il a été même voté par... Donc ce n'est pas un problème de non, bureau. non, pour moi c'est un problème. Okay. C'est un problème. Pour les Maliens qui sont dans les rues, qui sont en commune 5 et autres, c'est le problème. C'est leur problème. Non, le problème des gens de la commune 5, c'est de le voir à l'Assemblée nationale, pas président de l'Assemblée nationale. Donc, vous me coupez, allez-y. Vous m'empêchez de... Allez-y, de allez-y. C'est-à-dire que pour moi, pour eux, il a été élu parce qu'il y a eu un arrêt de la Cour. Okay. Pour eux, il a été mal élu et est parti à l'Assemblée. Voilà. Et il n'a même pas été choisi par son parti comme président de l'Assemblée, mais que c'est le président de la République qui l'a imposé. Donc il voit déjà en lui, en cas de vacances que je ne souhaiterais pas, le président même de la République, alors qu'eux, ils ne l'ont même pas élu. Ils l'ont dit aussi, c'est un de vos porte-paroles. Donc laisser l'Assemblée à l'État, mais dissoudre le bureau de l'Assemblée nationale. Ensuite, pour la Cour constitutionnelle, le problème est en train de se résoudre, parce qu'il a demandé intelligemment qu'on demande au commissaire de la Cour, à la présidente ou autre, là, de démissionner pour calmer la chose, parce qu'il est facile quand même de remettre en place une autre Cour constitutionnelle. J'ai été loin. Donc amener les membres de la Cour constitutionnelle à démissionner. À démissionner, parce que bon, déjà ils ont été décriés, mais il ne faut pas toucher à leur arrêt. Parce que c'est un précédent dangereux. Si on touche à cet arrêt-là, il n'y aura plus de Cour constitutionnelle au Mali. Chaque fois qu'elle va, n'importe qui peut faire n'importe quoi pour gagner des élections, mais chaque fois qu'on touche au résultat, les gens vont sortir. Il faut éviter ça. Faisons très attention. Ensuite, j'ai demandé, comme madame a touché le problème, sans dire le mot, j'ai demandé à l'honorable Karim Keïta de démissionner du poste de président de la commission défense et d'être un simple député. Ah, pourquoi? Tout simplement parce que pour des gens trouvent en lui une question de famille, une gestion familiale du pouvoir, terminé qui serait un fils adoptif du président, ou en tout cas de cette manière-là, qu'on voit, quand on voit les choses. Et le fils du président qui a une responsabilité forte au sein de l'Assemblée, il voit dans ça une gestion familiale. Donc il ne faut pas donner aux gens... des arguments. Comment sortir de cette crise? C'est le président de la République. Malheureusement, on gère les temps. C'est le président de la République qui a toutes les cartes en main. Ça, faudra le savoir. Hein. Sortir de cette crise, c'est que d'abord que lui, il ait beaucoup de hauteur par rapport à tout ça, qui se met au-dessus de tout ça. Et qu'il oublie un peu certaines considérations et comprendre qu'il souffre d'un problème de légitimité. Hein, et que quand vous essayez tout simplement de régler toute cette histoire à travers la légalité, ça ne marchera pas. C'est pourquoi d'ailleurs les deux parties ont du mal à accorder leur violon. C'est parce que eux, ils pensent que le chef de l'État n'est plus légitime. Parce qu'au sein de l'opinion, et bon, ça c'est un fait, hein, au sein de l'opinion, je ne pense pas que si vous faites un sondage avec un résultat sincère, ce n'est plus les 77% de 2013, hein, c'est très loin de là. Donc qu'ils comprennent qu'il y a eu un échec, et en toute humilité, avec sagesse, qu'il essaye de mettre le Mali au-dessus. Mettre le Mali au-dessus, c'est d'appliquer le mémorandum du M5, faire des par concessions. Je ne dirais pas d'appliquer le mémorandum du M5. Ça a le mérite d'exister, on peut en discuter. Et je crois qu'eux-mêmes, ils l'ont dit, ça n'est pas des lignes fixes. D'accord? Mais le président de la République doit aller beaucoup plus loin, en réalité. Il doit aller beaucoup plus loin. Adam, avant de clore l'émission, votre proposition de sortie de crise? Alors, moi je pense qu'il faut une refondation de l'État malien. Il faut carrément une refondation, et cette refondation doit s'intéresser à tous les secteurs. Il y a des véritables problèmes et il faut accepter aujourd'hui de résoudre ces problèmes-là, mais à la source. Et que les combats ne soient pas dirigés vers des personnes, mais plutôt un combat des systèmes. On est en train de se plaindre de la Cour constitutionnelle. On va enlever Manassa, on va amener une autre personne avec les mêmes prérogatives, avec le même système, fera comme Manassa ou pourra faire même pire que Manassa. Donc, allons vraiment au-delà des personnes.
essayons de voir les véritables causes, les véritables problèmes et résoudre ces problèmes. Le président de la République doit comprendre que depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, qu'il a échoué sur pas mal de plans et que les Maliens avaient fondé en lui un espoir qu'aujourd'hui les gens peinent à voir les résultats de ses actions. Il doit le comprendre que ce n'est pas qu'une crise de légitimité, mais il y a une crise de compétences aussi. Il y a une crise de compétences au sein de l'État, au sein du régime qui doit être corrigée, c'est-à-dire mettre les gens à la place qu'il faut. Et malheureusement, le partage de gâteaux ne fera que nous piétiner encore, ne fera que renforcer ce problème-là, mettre des gens qui ne sont pas à leur place. Donc vraiment, il y a un problème, il y a une crise de compétences, mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut et aller au-delà de tout ça parce que l'essentiel est en jeu. Au moment où nous sommes en train de faire des contestations ici à Bamako, le centre est en train de brûler, le nord n'en parlons pas. Donc, comprenons que l'essentiel, c'est-à-dire l'existence de l'État malien même est en jeu. Allons au-delà de nos positions, de nos querelles personnelles ou interpersonnelles. Mettons le Mali au-dessus de tout. Et le président doit rapidement se ressaisir, prendre les rênes des choses et comprendre que le véritable problème, c'est un problème de compétence. C'est sur cet appel que prend fin ce numéro de votre émission Les Regards Croisés. Nos invités étaient Abdoulaye Mako, président du parti Ramat, Rassemblement Malien pour le Travail et parti membre de l'Ensemble pour le Mali EPM, Mamadou Lamine Sibi Di Mala, président du Front Populaire Républicain, Alou Koulibaly du mouvement du 5 juin et enfin Adam Diko de la société civile. Merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro des Regards Croisés.